Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. On ira d'abord en Californie qui connaît sa 5e année de sécheresse et sa pire. Une catastrophe naturelle qui mobilise la population et modifie les comportements dans les foyers californiens. Direction ensuite l'île Mayotte, devenue département français en 2011. L'Eldorado de la région attire de plus en plus de migrants, parfois au péril de leur vie. Il incarne l'histoire de la ville française de Lyon depuis plus de 2 siècles. Guignol, ce petit personnage moqueur et impertinent, utilise des expressions truculentes pour dénoncer l'injustice sociale en prenant le parti des petites gens. Retour à Magadan, dans l'extrême-orient russe, 60 ans après le début du démantèlement des camps staliniens. On ira au cœur de l'histoire du système des goulags. Coup de projecteur sur l'opération Marne, l'une des principales missions menées cet été par l'armée française et ses alliés dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. L'exploitation sexuelle des mineurs, un fléau répandu au Pakistan, un problème encore tabou dans un pays très conservateur et où la police est accusée de laxisme. La Californie se trouve dans sa 5e année de sécheresse, la pire de son histoire. Les autorités ont tiré la sonnette d'alarme et mis en place des restrictions obligatoires de consommation d'eau. Des mesures efficaces puisque l'État a enregistré une baisse de 31% cet été. Les craintes quant à une pénurie d'eau s'enveniment. Les cours d'eau et lacs se sont peu à peu recroquevillés sur eux-mêmes. Les Californiens, depuis un demi-siècle, pompent plus d'eau de leurs sources qu'elles ne sont remplacées, appauvrissant ainsi inexorablement leurs réserves aquifères. Le dessèchement a d'ores et déjà coûté 17 100 emplois, ainsi qu'environ 2,2 milliards de dollars à l'économie. En Californie, la sécheresse mobilise alors la population et modifie les comportements dans les foyers et en cuisine, comme le montre ce reportage de Valérie Desfers et Sébastien Vuagna. Démolir sa piscine au marteau-piqueur. En Californie, de plus en plus d'habitants décident de franchir le pas. Paul dépense aujourd'hui 8 000 € pour s'en débarrasser. Avec cette sécheresse, en tant qu'habitant et citoyen américain, je me devais de faire quelque chose pour ma communauté. Et donc je détruis ma piscine. Allez, une dernière baignade pour la route. La sécheresse sévit depuis 4 ans en Californie. Et suite aux restrictions d'eau imposées par l'État, le carnet de commandes de Scott explose. Nos commandes pour démolir des piscines ont augmenté de 30%. Les clients nous expliquent que c'est à cause de la sécheresse et pour conserver de l'eau. Notre volume de commandes a vraiment augmenté. Les initiatives anti-sécheresse se multiplient en Californie. Dans ce parc de Los Angeles, une association écologique organise des visites gratuites pour montrer à la population comment économiser l'eau. Beaucoup d'arbres sont morts en Californie et à Los Angeles. Je crois qu'on en a perdu 14 000 dans les parcs nationaux. 50% de la consommation d'eau sert à arroser les jardins et les parcs. Alors ici, on incite les habitants à récolter l'eau de pluie. Lorsqu'on tourne le robinet, nous n'utilisons pas que de l'eau, mais aussi de l'énergie. C'est pour ça qu'on doit utiliser des cuves pour facilement récupérer l'eau de pluie. La sécheresse mobilise aussi les chefs et les restaurants. Lorsqu'il fait son marché, Nathan fait très attention à ce qu'il achète. Il privilégie les légumes à faible consommation d'eau. En tant que chef cuisinier, nous avons cette merveilleuse responsabilité de promouvoir des recettes qui utilisent moins d'eau. Dans leur petite cuisine, Nathan et sa manager élaborent des recettes spéciales sécheresse. Ce jour-là, un taco au cabillaud et au radis. Les radis sont super pour plein de raisons. D'abord, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Deuxièmement, ils sont croquants. Et ils poussent très vite. Le poisson est une protéine maigre qui n'utilise pas beaucoup d'eau, contrairement au bœuf qui consomme beaucoup d'eau.
L'eau de cuisson sert ensuite à arroser les plantes. De petits gestes simples qui font la différence. Cet été, la Californie a réduit sa consommation d'eau de 31%. Un chiffre bien supérieur aux attentes du gouvernement. La Californie n'est pas un cas isolé. Globalement, les masses d'eau s'épuisent à un rythme alarmant. Les sources d'eau sont pompées à une vitesse effrénée partout dans le monde. La nappe phréatique Ogallala, par exemple, soit le plus grand aquifère fossile de la région du nord-ouest des États-Unis et qui fournit 30% de l'eau utilisée pour l'irrigation des champs, sera épuisée d'ici à fin 2028. Les législateurs américains travaillent actuellement à l'élaboration d'une réglementation portant sur le pompage de l'eau, une première historique. Ils se penchent également sur la possibilité d'entreprendre un assainissement de sources polluées, telles que le bassin des eaux souterraines à San Fernando Valley. À l'heure où des milliers de migrants fuient le Moyen-Orient pour l'Europe, à 8000 km, se joue aussi un autre drame de l'immigration. Depuis plusieurs années, les Comoriens fuient la misère, la corruption et l'instabilité politique de leur pays pour Mayotte, la française. Car Mayotte est depuis 2011 un département français, l'Eldorado de la région. Les flux migratoires sont constants. Face à la complexité d'obtention d'un visa, des dizaines de milliers de Comoriens tentent de rejoindre l'île, parfois au péril de leur vie, à bord des embarcations de fortune. Face à eux, gendarmes, militaires et police aux frontières peinent à endiguer ce flux de clandestins. L'an dernier, 20 000 d'entre eux ont été renvoyés. Le correspondant de France 24, Willy Bracciano, a passé une journée avec les forces de sécurité. Des interpellations terrestres à l'expulsion du territoire. Reportage. C'est parti. Une nouvelle journée commence pour le brigadier chef Tiné. Une nouvelle journée pour la brigade d'appui opérationnel. Nous sommes dans les locaux de la police aux frontières de Mayotte. La mission de ces policiers, traquer les clandestins. Ouais, là, on va aller faire une patrouille. On va commencer par le secteur de l'abattoir. Position. Ouais, juste à côté de où on s'est fait pareil. Il est 9h du matin. Ce sera une descente surprise dans le quartier populaire de la Vigie. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre forces de l'ordre et clandestins. Là, c'est les gosses. Là. Les gosses. Les clandestins sont en majorité comoriens. Depuis 20 ans, ils ont besoin d'un visa pour venir à Mayotte. Mais beaucoup estiment être encore chez eux ici. Moi, je suis comoré. On a Mayotte, ça, c'est un peu comoré. Mais même si ici, c'est Mayotte, ça, c'est un peu comoré. Oui, regardez bien. C'est français ici? Non, c'est pas un pays français. Hein. C'est ça, hein. Ça, c'est un peu comoré. Hein. Ouais, il faut qu'on parte alors. Hein. Le Comore, c'est 4 îles. Plus maintenant, depuis que Mayotte a choisi la France. Et depuis 4 ans, c'est un département français, oui. Le nouvel Eldorado de la région. Les policiers continuent leur traque. Bonjour. Tout le monde a des papiers? Les chantiers comme celui-ci sont suspects. Contrôler le chantier parce que parfois on va trouver des gens qui ne sont pas déclarés au niveau de la législation sur le travail ou même des gens qui sont en situation irrégulière. 80% d'entre eux trouveraient du travail dans les petites entreprises de BTP selon un rapport sénatorial de 2008. Ces hommes viennent ici pour gagner de l'argent et nourrir une famille laissée aux Comores. Mais aussi pour payer la traversée de leurs proches en kwassa-kwassa, ces embarcations de fortune chargées de clandestins. Ce matin-là, 2 d'entre elles ont été arraisonnées avec à bord des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. On a placé dans le local retenu donc d'un côté les gens qu'on a interpellés sur terre, hein, les interpellations terrestres, et ici les interpellations maritimes. 70 km seulement séparent Mayotte de l'île d'Anjouan, d'où partent les fameux kwassa-kwassa. Cette route est devenue un cimetière marin dont on estime à plusieurs milliers le nombre de personnes qui ont péri noyées. Actuellement, nous sommes en période d'alizé, donc les rentrées kwassa sont un petit peu moins nombreuses. Mais les gens rentrent quand même en prenant des risques malgré des conditions de mer difficiles. Une fois en rétention, les policiers doivent vérifier les identités des personnes interpellées. 1979.
1979. Date de naissance 1979. Havi, l'endroit, Tembeo, en juin. Enregistrement de l'état civil, photos, fichage biométrique. Les policiers constituent un dossier sur l'individu et vérifient notamment s'il n'est pas fiché pour des affaires de droit commun. Les cas nécessitant le plus de temps seront conduits au CRA, le centre de rétention administrative. Un CRA devenu la bête noire des associations et du défenseur des droits de l'homme. Nous n'aurons pas le droit d'y pénétrer. Dans un rapport publié cet été, les associations dénoncent le régime dérogatoire à celui de la métropole, défavorable aux étrangers, ainsi que les conditions d'enfermement et d'expulsion jugées opaques. Les policiers préfèrent nous emmener ici, sur le chantier du nouveau CRA, pour lequel l'État a injecté 25 millions d'euros. Là, on entre dans la partie retenue. Donc c'est une partie qui est beaucoup plus sécurisée, comme vous pouvez le voir, avec une entrée séparée des retenues, avec des entrées forcément aux normes des personnes à mobilité réduite. Le commandant Pincé, qui a dirigé le CRA de Coquelles, près de Calais, est chargé de piloter cet ensemble dont la surface a été multipliée par 5. 2500 mètres carrés pour 148 places au total. On a ici un bâtiment qui est complètement aux normes du Code des étrangers, du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc qui va non seulement donner des conditions de retenue au standard métropole pour les personnes qui seront maintenues ici au centre, mais aussi qui vont donner des conditions de travail aux fonctionnaires qui seront bien meilleures. 44 fonctionnaires de police arrivent en renfort des 70 déjà affectés au CRA. À Mayotte, la machine à expulser bat son plein. Arrêtées le matin, ces personnes ne passeront pas la nuit sur l'île. 139 Comoriens seront renvoyés chez eux. Ici c'est Comore, je répète toujours, ici c'est Comore. Ils ont été 20 000 l'an dernier à connaître le même sort et la tendance semble se confirmer cette année. Restez sur Futur TV, on revient dans quelques minutes, à tout de suite. Depuis plus de 2 siècles, une marionnette incarne l'histoire de la ville française de Lyon. Guignol, un petit personnage moqueur et impertinent, tout droit sorti de l'imagination de son créateur, Laurent Mourguet, un ouvrier de la soie. Guignol utilise le parler lyonnais et des expressions truculentes pour dénoncer l'injustice sociale en prenant le parti des petites gens. Il vit des aventures présentées dans un petit théâtre. Dès sa naissance, ce spectacle destiné aux adultes connaît un franc succès. Guignol, il est lyonnais. Il parle de la vie quotidienne à Lyon, des tracas de la vie quotidienne. Et puis c'est aussi un patrimoine qui vit à travers des spectacles. Pour être un bon interprète de Guignol, il faut sculpter ses marionnettes, à défaut savoir les sculpter. Avant de sortir ses boyaux en scène, quand on est l'interprète, savoir tout ce qu'on peut tirer du jeu de la marionnette. C'est quoi son art? Comment je vais me battre contre les pirates, moi? Comment? La philosophie du personnage Guignol, c'est le redresseur de tort. Il va défendre la veuve et l'orphelin contre l'oppression. Donc, il peut être que sympathique. Depuis plus de 2 siècles, une marionnette incarne l'histoire de la ville de Lyon. Guignol, un petit personnage moqueur et impertinent, tout droit sorti de l'imagination de Laurent Mourguet, qui le crée quelques années après la Révolution. Laurent Mourguet, il est tisseur, et puis il perd son travail de canut à la Révolution française. Il devient marchand, puis arracheur de dents. Et lui, il a l'idée, pour attirer les clients, de faire des spectacles de marionnettes. Laurent Mourguet met d'abord en scène Polichinelle et Harlequin, inspirés de la Commedia dell'arte.
Et puis peu de temps après, il décide de créer un personnage qui lui ressemble, et ce sera le personnage de Guignol, qui ressemble à Laurent Mourguet, qui est canu, qui est domestique et qui représente le petit peuple. Jean-Paul s'est passionné pour cette marionnette qui, dès sa création, trouve son public, celui des faubourgs de la ville. La spécificité de ce théâtre, c'est que c'est un théâtre populaire. Au départ, c'était pour véhiculer la parole populaire, pour véhiculer des informations, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'information. L'information se faisait par les bateaux, par les crocheteurs, par les bateleurs, les choses comme ça. Laurent Mourguet allait sur les bords des ports à Lyon pour raconter justement dans sa gazette satirique tout ce qui se passait à Lyon. Le personnage petit à petit se répand et Guignol arrive à être connu un petit peu sur la place. Et donc là aussi il va pouvoir petit à petit édulcorer son répertoire. On mêle alors Guignol à toutes les pièces de théâtre, les parodies, les opérettes, sans compter quelques mauvais lieux. Guignol a été grivois et les pièces qui étaient données elles étaient particulièrement grivoises. Il y a eu des lieux où il a été carrément censuré parce que c'était presque pratiquement des bordels. Damien est marionnettiste et sculpteur. Il fabrique et restaure les marionnettes à gaines. Notre génération a reçu un cadeau extraordinaire dans ce qui fait réfléchir, parodier, susciter la colère quand on parodie les grands de ce monde, cet esprit critique qui n'est pas que propre à Guignol, c'est déjà des Voltaire. Guignol en est détenteur. Pour préserver la tradition, la marionnette doit être sculptée dans du tilleul. Tout part d'un morceau de bois pour la tête, pour les mains. Ensuite, toujours dans la tradition, on va également devoir se fournir en cuir pour pouvoir faire les manchons qui vont servir à bouger la marionnette et les pièces de tissu pour la confection du costume. Le pinceau vient ensuite donner vie à la marionnette. Il faut toujours penser que la marionnette n'est pas là pour être belle, elle est là pour jouer un spectacle. Et l'expression qu'elle va avoir, que ce soit Guignol ou les autres, va être donnée avec la peinture. Un maquillage proche des yeux donne un personnage joyeux, un maquillage plus bas donne un personnage sournois. Il faut dire qu'au jeu des apparences, Guignol est un as. Guignol, c'est un masque dans le sens où le comédien qui se grime aura toujours sa part d'humanité. Et Guignol, il a cette facilité-là, c'est que là où les autres personnages vont parler à Guignol, Guignol va rompre le quatrième mur, ce qu'on a des fois avec la scène, à savoir, il va s'adresser au public. Ce franc-parler, cet esprit frondeur, ne tarderont pas à déplaire aux puissants. Une petite marionnette, un bout de bois, du chiffon, va être censuré. S'il a été censuré, c'est pour des raisons politiques. Napoléon III a pris ombrage de ce qui pouvait se dire dans les théâtres, comme on disait à l'époque, à la Guignol. Et il avait demandé au préfet de faire censurer les textes et surtout de soumettre à une autorisation préalable toute la création de théâtre de Guignol. On préfère censurer par peur de l'écho que ça peut susciter, aussi bien que de l'intelligence que cela peut développer dans l'auditoire. Mais Guignol a la peau dure et la figure résiste au point de devenir victime de son succès. La deuxième partie du 19e, Guignol va s'embourgeoiser, les auteurs vont faire des pièces pour les enfants. Donc on va faire des tas de pièces pour les enfants, et les enfants vont s'accaparer ce Guignol. Guignol, désormais l'ami des enfants, va essaimer dans toute la France. Il y a une quinzaine de théâtres Guignol à Paris, vous en avez à Bordeaux. Bon, il n'y a pas l'accent lyonnais ni le parler lyonnais, mais il y a quand même un petit peu l'esprit quand même de Lyon. Il faut savoir le différencier du reste des marionnettes. N'est pas Guignol qui veut. C'est exactement ça. C'est pas la peine de poser des questions à d'autres, je vais y répondre tout seul. Enfin, qui de nous deux manipule qui ? Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il s'agit d'un acronyme devenu synonyme de terreur. Goulag pour administration principale des camps.
Ce système soviétique de camp de travail forcé qui a connu son apogée sous le régime de Staline. Criminels de droit commun, dissidents, opposants politiques, mais aussi de nombreux innocents y étaient enfermés, souvent très longtemps. Les chiffres restent incertains et controversés, mais on estime entre 10 et 18 millions le nombre de personnes qui seraient passées par ces camps. Entre 1 et 2 millions y seraient mortes. Sur les 600 camps répartis à travers l'Union soviétique, un nom inspirait la terreur plus encore que les autres, Kolyma, l'un des endroits les plus reculés et inhabitables de la planète, mais dont le sol givré regorge de matières premières. Le travail des prisonniers consiste à extraire les métaux précieux malgré le froid, la faim et des conditions de vie qui, pour beaucoup, menaient à la mort. Les reporters de France 24, Armen Georgian et Ksenia Bolchakova, sont allés à Magadan, au centre du goulag de Kolyma, 60 ans après sa fermeture, une ville où certains essaient de perpétuer la mémoire du camp, alors que d'autres préfèrent l'oublier pour tenter de changer l'image de cette ville au passé si lourd. Voici le reportage. La voilà ma maison. À l'époque, la clôture n'était pas en béton, ce n'était que des barbelés. Et là, dans le coin, c'était ma cellule. C'est là que j'étais détenu. Voici ce qui reste de la prison numéro 4 du camp de Magadan. Ces cellules, ces sous-sols gelés étaient réservés aux fortes têtes, comme Vassili. Il nous donnait 200 grammes de pain et 200 millilitres d'eau par jour. Le pain n'était pas plus grand que 3 boîtes d'allumettes, comme ça. Vassili a passé 6 ans dans les pires camps soviétiques. Il y a tout connu, les cellules d'isolement et les travaux forcés. Accusé de nationalisme ukrainien, il est écroué en 1950. Il avait à peine 20 ans. Nous sommes au masque du chagrin, le seul monument de Magadan dédié aux victimes du goulag. À l'intérieur, une cellule a été reproduite. Vassili reconnaît certains objets de camp familiers, mais la mise en scène ne lui plaît pas. On n'a jamais eu de plafond aussi haut. Mais ma cellule, elle faisait ça de large. 90 cm, c'est tout. Pour le vieil homme, ce monument ne reflète en rien l'horreur de l'expérience concentrationnaire. Il ne dit pas non plus que Magadan a été bâti grâce aux travaux forcés. Dans les années 30, plus de 900 000 prisonniers sont acheminés ici. Les Zèques, comme on les appelle alors, bâtissent une ville moderne et la gigantesque colonie pénitentiaire, d'où ils seront expédiés vers les camps de la région. La majorité des détenus est arrivée par bateau. Ils ont foulé du pied cette jetée. Aujourd'hui, la mer n'apporte plus de prisonniers, juste du poisson. Ce bateau là-bas part vers les eaux profondes pour me ramener de la sole. Denis est un jeune entrepreneur. Récemment, il a monté sa société de production de poissons, malgré les difficultés. Quand on voit l'infrastructure à Magadan, c'est pas la joie. On est ici au principal port de pêche en mer. Et tout ce qui reste date de l'époque soviétique. Mais Denis fait des affaires, car les eaux de Magadan sont riches en saumon. Il nous emmène à son usine de traitement. Ici, une vingtaine d'employés assidus lavent, vident et salent le poisson. On met aussi de côté les œufs de saumon, que les Russes appellent caviar rouge. Un business qui tourne à plein régime. Denis vient d'ouvrir 4 magasins en ville pour vendre directement sa production aux consommateurs. Dans mon cas, je crois que le proverbe russe qui dit « Tu seras utile là où tu es né » fonctionne. Je nourris de poissons les habitants du coin et c'est merveilleux. Je suis socialement utile et je sais que les gens ont besoin de moi. Beaucoup de ses amis n'ont pas suivi cette voie. Un tiers ont quitté Magadan juste après le lycée pour faire leurs études dans les grandes villes du pays.
et leur vie ailleurs. L'an dernier, 1000 personnes ont quitté la région. Depuis la chute de l'URSS, le nombre d'habitants a été divisé par 2. Pour montrer à la jeunesse qu'elle a toute sa place à Magadan, les autorités locales organisent ce festival à la fin de chaque année scolaire. Cette fois-ci, un boys band de Moscou a fait le déplacement. Le gouverneur en personne participe aux festivités. Nous avons de grands projets pour vous. Bientôt, nous produirons du pétrole et du gaz à Magadan. Nous allons ouvrir de nouvelles entreprises de chercheurs d'or et beaucoup d'autres sociétés qui vont donner des opportunités aux jeunes. Une ville dynamique, c'est la nouvelle image de Magadan promue par son gouverneur. Sa priorité, le futur de la région, un futur dans lequel la mémoire du goulag n'a plus beaucoup de place. Il n'y a pas de route qui mène au camp, pas de musée du goulag ici. Vous dites que la mémoire est importante, mais rien ne se fait pour la préserver. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous travaillons. Nous avons déjà un concept pour un musée. Et je suis certain qu'il ouvrira très bientôt. Mais dans le centre-ville, on pourrait facilement croire que le goulag n'a jamais existé ici. L'ancien siège du NKVD, la police secrète soviétique, accueille aujourd'hui les bureaux du gouverneur. Quant à l'Assemblée régionale, elle se trouve dans ce bâtiment, aux façades refaites à neuf. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Aucune plaque qui indique ce qu'était cet endroit. Pourtant, c'est ici qu'étaient amenées les victimes de répression, les prisonniers politiques. Ici qu'étaient menées certaines enquêtes et que les prisonniers étaient torturés. Selon certaines sources, certains étaient fusillés ici même. Au musée de l'histoire régionale sont exposés pêle-mêle animaux empaillés, reliques de la Seconde Guerre mondiale, photos de pionniers arrivés ici dans les années 30. Une salle est quand même consacrée au camp, mais le nombre de victimes n'est cité nulle part. 130 000 sont mortes ici, un déporté sur 7. Notre guide, Sergei Efimov, préfère nous montrer ce tableau peint par un prisonnier. Ici, on peut voir comment se construisait notre principale route. Oui, c'est vrai, certains l'appellent la route des ossements. Mais on voit ici que ce n'était pas si terrible. Alors oui, des prisonniers mouraient, mais c'était surtout à cause d'accidents techniques. On pourrait aussi dessiner quelques gardiens armés de fusils et le tableau serait plus complet. Mais c'est ce qui manque ici. À l'époque, on ne les montrait pas. Et puis, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que les sentinelles sont allés boire le thé? Sa légèreté surprend. Elle rappelle la propagande soviétique et ces images d'époque où on ne voit pas les corps de prisonniers morts sur le chantier, dont certains, selon de multiples témoignages, étaient incorporés dans la chaussée. Les règles imposées dans les camps étaient terribles. Une horreur indescriptible. Nous étions toujours escortés par des soldats et des chiens. Nous allions au travail les mains derrière le dos, la tête baissée. Si tu sortais du rang, ils tiraient sans sommation. Si tu levais la main pour t'essuyer le nez, ils criaient « à terre ». Certains avaient le temps de le faire, d'autres, trop lents, étaient abattus. Après 11 années de camp, Olga est libérée en 1956, mais elle est condamnée à l'exil. Il lui sera interdit de quitter Magadan et de rentrer chez elle en Ukraine, jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Je me pose encore cette question. Pourquoi ai-je été condamnée? Je ne sais toujours pas pourquoi. Pourquoi elle m'a envoyée ici? Nous décidons de prendre la route. Cette fameuse route des ossements empruntée un jour par Olga et les autres zèques. Avec nous dans la voiture, Ivan Panikarov, un passionné de l'histoire du goulag. Il va nous guider vers ce qui fut l'un des plus grands camps de travail de la Kolyma. À 600 km vers le nord, non loin de Yagodnoye. 12 heures plus tard, nous arrivons à Elgen.
Ici, c'était un camp uniquement pour femmes. Il a existé de 1935 à 1955. Parmi les prisonnières injustement condamnées, il y avait quelques personnes devenues célèbres ensuite, comme l'auteur du Vertige, l'écrivain Evgenia Ginzburg. Au total, jusqu'à 5000 détenus pouvaient vivre ici. Les températures atteignent moins 60 en hiver, en été, les insectes ne laissent aucun répit. Les barbelés sont encore là. Et dans les décombres, Ivan trouve un vatnik, un manteau typique de l'époque. Il est très probable qu'il ait appartenu à un prisonnier, car il est rapiécé de partout. Et il n'en avait qu'un par tête. Ils en prenaient soin. Un objet qui va rejoindre sa collection, débuté il y a plus de 30 ans. Dans son appartement, Ivan a créé ce musée privé. Il y expose ses objets de la vie de Zec. Il amasse scrupuleusement des documents sur la période. Ici aussi, il y a une carte du goulag. Ivan l'a faite lui-même. Tous ces points noirs, tout ça, ce sont les camps. Il y en avait au minimum 500 dans la région, si on compte aussi les plus petits. Il a aussi recueilli les témoignages de plus de 40 000 survivants. Pour en faire un livre, il cherche des financements. Auparavant, il bénéficiait de bourses de fonds privés internationaux, mais depuis la loi sur les ONG, un texte qui stigmatise comme agents de l'étranger tous ceux qui reçoivent des dons non russes, cette source s'est tarie. Avec cet argent, j'avais pu publier une vingtaine de livres. J'ai emmené des écoliers sur les sites des anciens camps. Pourquoi devrais-je me définir comme agent de l'étranger, un ennemi, alors que tout ce que je fais, c'est pour la Russie, pour préserver son histoire? Une humble obstination confrontée à une réalité. Les traces du goulag s'effacent, dans les esprits comme dans le paysage. Ces images aériennes montrent le camp de Dnieprovski à 600 km de Magadan, ses baraques en ruine et surtout la taïga qui recouvre tout. La nature reprend ses droits et de l'horreur des camps ne reste aujourd'hui qu'un héritage, les mines. Pour extraire l'or, les machines ont remplacé les zecs. Le bal des pelleteuses continue 24 heures sur 24. Tous ces gros cailloux, la terre et l'or mélangés, tout ça, ça part derrière, là, dans la centrifugeuse. L'or est séparé du reste et arrive dans le décanteur qui est juste en bas. Il ne reste plus qu'à ramasser des petites pépites comme ici. Mais surtout, ces paillettes et la poussière d'or, ici près d'1 kilogramme du métal précieux. Le tout est ensuite ramené à la base, un petit village où vivent et travaillent les 215 employés de Nikolai Dergenets. Nikolai est arrivé ici il y a 45 ans, de la Sibérie voisine où ses deux parents, soupçonnés de collaboration avec les nazis, avaient été envoyés au goulag. Le business de l'or, il ne l'associe plus du tout à l'économie des camps. On m'a proposé de faire des documents disant que j'étais le fils de victimes de répression. Mais je ne l'ai pas fait, j'en ai pas besoin. C'était une autre époque, aujourd'hui tout est différent. Et puis mon père m'a toujours dit, les choses reviendront à la normale. Et moi je ne veux pas juger Staline, c'était pas un si mauvais bougre. Si les enfants des victimes ont tourné la page, tous n'ont pas pu se débarrasser des fantômes du passé. Dans ce quartier, vit un témoin rare de cette époque. Natalia avait 6 ans quand son père est arrêté en 1939, 7 quand il est fusillé. Elle sera envoyée à l'orphelinat. Les autres enfants me traitaient de traître, de petite ordure. J'ai eu tous les mauvais noms possibles, j'étais une petite merde. Débute une enfance difficile, loin des dorures du Kremlin et des dachas d'État où logeait son père, Nikolai Yezhov, chef suprême du NKVD de 1936 à 1938, il signe 14 000 ordres d'exécution, envoie des milliers d'innocents au goulag. Son nom reste synonyme de la terreur stalinienne.
Un jour, je me suis cachée dans son bureau et j'ai trouvé un bel album photo avec du beau papier. À l'intérieur, il y avait des photos d'enfants. Des enfants morts et démembrés, sans bras, sans jambes. J'ai eu peur, si peur que je suis partie en courant. Natalia a changé de nom de famille. Elle s'est installée à plus de 10 000 kilomètres de la capitale, mais son passé ne l'a jamais quittée. Le nain sanguinaire, l'assassin. Voilà comment les Russes surnomment encore son père. Que tout le monde le déteste, mais moi je ne peux pas. C'était un homme gentil, un homme bon malgré tout. Magadan, où les destins des victimes et des bourreaux sont entremêlés. En quittant Natalia, on se dit que la ville aura du mal à faire le deuil de son passé. Malgré les efforts de Sergueï, qui milite pour en préserver l'histoire, l'enthousiasme de Denis, qui croit à ses nouveaux horizons, ou encore la persévérance d'Ivan, qui rêve qu'un jour, son musée du Goulag devienne un musée accessible à tous. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. Retour à présent sur l'opération Marne, l'une des principales missions menées cet été dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. Dans la région aride qui s'étend au sud-est de Gao, environ 300 militaires français ont mené l'enquête en étroite coopération avec leurs alliés maliens et nigériens. Fouilles de sites suspects, collecte et recoupement d'informations, arrestations et interrogatoires. Un travail de longue haleine, surtout dans cette région où le Moudjahou, un groupe djihadiste issu d'une scission d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, est particulièrement actif. Mais vous allez le voir, la récente ratification de l'accord de paix d'Alger est en train d'aider les militaires français à y voir plus clair. Dans une zone où chaque communication, chaque mouvement est suspect, le fait que les principaux groupes Touareg du Nord Mali aient renoncé à la lutte armée permet de mieux identifier l'ennemi djihadiste. Reportage signé François Ruay. Raid blindé de l'opération antiterroriste Barkhane ce matin, non loin de la frontière nigérienne. Le renseignement a désigné un campement suspect. Aucune résistance et à première vue, rien d'anormal. Il y a là tout d'un pâturage nomade qui se réveille. Une fouille minutieuse commence. Ok, c'est bon pour ça. Mais ici, il faut étaler là. Faut qu'on voit l'intérieur. Hein? Faut étaler. On va étaler. Sacs de fourrage pour le bétail, camions, bidons, motos. Tout est vérifié et répertorié. L'identité des personnes présentes est enregistrée et transmise en temps réel au centre des opérations. Mais ce qui intéresse surtout le commandant d'unité, c'est un téléphone satellitaire, un Touraya. Je le prends 2 secondes, je fais un contrôle et je lui rends. Car c'est l'interception d'une communication suspecte avec l'entourage d'un chef djihadiste du Moudjahou qui a conduit les militaires à ce campement. Le Touraya est un des seuls moyens de communication possible dans les zones où on n'a aucune couverture téléphonique, mais ça a aussi un certain coût que peu peuvent s'offrir. 600 € en moyenne pour un téléphone, c'est 10 fois le salaire minimum au Mali. La fouille du campement se poursuit. Une nouvelle information parvient au colonel sur le camion contrôlé cette fois. La société à laquelle il déclare appartenir, il y a un mandat malien de recherche du propriétaire de l'entreprise pour trafic de drogue. Donc il y a forcément des liens, donc on creuse. Le propriétaire du camion serait réfugié en Algérie. Son conducteur assure que le véhicule a été racheté. Information impossible à vérifier. C'est à toi ça? Toi t'as oublié de me dire aussi? Les suspicions augmentent un peu plus encore après la découverte d'un second Touraya. Il s'agit du boîtier qui était recherché. Plusieurs heures plus tard, les ordres tombent à la radio. Ils sont suspectés d'activités en relation avec un mouvement terroriste, donc qui sont détenus par l'armée française et qui vont être interrogés au regard de leurs activités liées au terrorisme.
Rapidement, 2 hommes sont isolés du groupe. Les interrogatoires se poursuivront sur la base de Gao. Un hélicoptère spécial est mobilisé pour l'arrestation. C'est une première pour les 300 soldats de l'opération Marne en près d'1 mois de mission. La signature par la rébellion du Nord de l'accord de paix au Mali, le texte a été signé dans la capitale Bamako au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad et ce en présence du président Keïta et du chef de la mission des Nations Unies. L'autre objectif de la force Barkhane, c'est d'aider les casques bleus à faire respecter un accord de paix fragile. Première étape, la plus délicate, désarmer les mouvements politico-militaires. Vous avez récupéré le numéro email? Oui, Moto et Kalachnikov, ce combattant dit faire partie des Gandaizo, une milice signataire de l'accord de paix. On va aller voir le chef. S'il est dans les mêmes conditions, nous on va confisquer l'arme du chef aussi. Ça, c'est un militaire Fama. Lui, il est militaire Fama. Toi, t'es pas militaire. Le chef, lui aussi, est armé. Sur sa moto, les cartes d'identité des combattants sous ses ordres. Il dit que pourquoi ils ont avec leurs armes, puis ils ont entendu qu'il y a les accords, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas dit de rendre les armes. D'accord. C'est quoi ça? Début timide, mais encourageant d'un long, très long processus à venir. La signature de ces accords va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair, puisqu'il y aura clairement une distinction entre le terroriste d'une part et les groupes armés signataires. Donc à partir du moment où ces accords seront vraiment mis en œuvre, il sera beaucoup plus facile de discerner pour nous le personnel armé terroriste du personnel qui ne sera pas armé et donc ne sera pas terroriste. La route de la paix est encore longue, fin d'une opération, mais pas de la mission des soldats français dans les sables du Mali. En août a éclaté le plus grand scandale d'abus sexuels sur des enfants de l'histoire du Pakistan. Pendant plusieurs années, un gang d'un village du Pendjab a abusé de plus de 200 jeunes garçons et les a fait chanter. Les victimes étaient également contraintes à des rapports sexuels entre elles. La police est accusée d'avoir laissé faire. L'exploitation sexuelle des mineurs est répandue au Pakistan, mais c'est un problème encore tabou dans un pays très conservateur. Ce scandale n'est probablement que la partie visible de l'iceberg, selon le quotidien local Daily Times. Un reportage signé Taha Siddiqui et Claire Debussier. Cela fait 3 ans qu'Aïd Mohamed et sa femme n'ont pas vu leur fils aîné. Waïd n'avait que 12 ans quand il s'est enfui avec les économies de son père, 2000 €, soit près de 10 mois de salaire moyen au Pakistan. À plusieurs reprises, ses parents l'avaient surpris en train de voler à la maison. Il y a quelques semaines, Aïd a enfin compris pourquoi son fils se comportait ainsi. Ses parents veulent plus que jamais le retrouver. J'avais l'habitude de le gronder, de lui demander « Pourquoi me voles-tu? Pourquoi as-tu besoin de cet argent? Est-ce que tu as des ennuis ?» Je l'aurais aidé. Et puis un jour, un de mes amis m'a dit que des vidéos circulaient, qu'on y voyait mon fils. Je ne les ai pas vues. Je n'ai pas eu le courage de regarder ça. Waïd, comme des dizaines d'autres jeunes, était en fait victime d'abus sexuels. Les enfants étaient d'abord filmés lors de rapports forcés, les vidéos ensuite vendues à des sites pédophiles. Parallèlement, leurs agresseurs menaçaient de montrer les images à leur famille s'ils ne les payaient pas. Ce réseau pédophile a fonctionné pendant au moins 6 ans dans ce village du Pendjab, où la police est accusée d'avoir fermé les yeux. C'est une manifestation de parents de victimes qui a fait éclater le scandale et poussé les autorités à arrêter les responsables. Depuis, les victimes n'ont reçu aucune aide. Le calvaire de Danish a commencé en 2009 et a duré jusqu'au démantèlement du réseau. Lui et ses amis sont traumatisés. Pas un seul psychologue n'est venu nous voir pour nous conseiller, nous aider à reprendre goût à la vie. Désormais, nous sommes dépressifs. On veut rester seuls. On ne se sent pas de faire quoi que ce soit. On préférait mourir que continuer cette vie. L'exploitation sexuelle des mineurs est répandue au Pakistan, mais souvent ignorée. C'est le cas dans le milieu du transport routier. Chaque jour, des centaines de camions transitent par Peshawar, la grande ville du nord-ouest du pays. De jeunes garçons qui se sont enfuis de chez eux accompagnent les chauffeurs lors des longs trajets en échange d'un peu de travail.
Cependant, selon plusieurs rapports, beaucoup de ces mineurs seraient victimes d'abus sexuels. Saïf et Yassir travaillent pour une ONG locale qui vient en aide à ces enfants. Aujourd'hui, ils visitent plusieurs hangars d'où partent les camions pour sensibiliser et avertir les chauffeurs. Est-ce qu'il y a des enfants qui accompagnent les chauffeurs? Oui, il y en a. Surtout sur les longs trajets, jusqu'à Lahore ou Banou par exemple. Pour ces militants, la pauvreté est le premier facteur derrière ces abus. Ici, la nuit, dans ces lits d'appoint qu'on appelle des charpoy, il y a plein d'enfants. Ils n'ont pas d'argent pour dormir sur ces lits. Alors pour pouvoir y rester, ces enfants se retrouvent parfois à devoir satisfaire sexuellement les chauffeurs. Et il y a toute une mafia derrière ça. Pour prévenir de telles agressions, il faut aussi mieux éduquer les jeunes. Cette école d'Islamabad a récemment adopté un nouveau programme. Ici, on apprend aux enfants à reconnaître un abus sexuel et à le dénoncer. Nous allons parler des émotions, quand vous êtes triste, heureux ou effrayé. Et enfin, nous aborderons la protection de votre corps. Nous verrons comment vous pouvez protéger votre corps et rester en sécurité. Ce programme a valu à l'école beaucoup de critiques de la part de parents d'élèves. Parler de sexualité est toujours tabou dans la société pakistanaise. Nous avons dû faire face à beaucoup de réticences de la part des parents. Je l'ai dit aussi à ceux qui ont développé ce programme pour nous. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Il y a même des parents qui ont retiré leur enfant de l'école. Ils nous ont dit « Comment pouvez-vous enseigner de telles choses à des enfants si jeunes ?» Cette initiative n'est qu'un premier pas dans la lutte contre les agressions sexuelles. Le gouvernement reste réticent à l'idée d'évoquer ouvertement le problème. En 2005, une campagne de sensibilisation au sein des écoles publiques a même été annulée. Mais le retentissement médiatique face à ce nouveau scandale d'abus sexuels pourrait pousser les autorités à enfin prendre les mesures nécessaires. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.